Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 7 août 2025, épisode 378. Il est 3h30 du matin et je vous propose pour cet épisode spécial un focus sur la faille SharePoint. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans cet épisode sur le site de radiocessort.org. Depuis le 18 juillet 2025, une campagne d'exploitation d'envergure ciblant des serveurs Microsoft SharePoint sur site, donc c'est les fameux serveurs on-premise, ont été observés par plusieurs chercheurs en cybersécurité. Cette attaque s'appuie sur une chaîne de vulnérabilité critique, connue sous le nom de Toolshell, permettant à un attaquant non identifié d'obtenir une exécution de code à distance sur les serveurs SharePoint vulnérables. D'après Ace Security, qui a été le premier à alerter sur ce phénomène, plus de 400 serveurs SharePoint dans le monde ont été compromis en quelques jours, sur un total de 23 000 instances examinées à travers 4 vagues d'attaques successives entre le 17 et le 21 juillet 2025. Ces attaques ont visé des organismes variés, notamment des institutions gouvernementales, des établissements scolaires, le secteur de la santé et de grandes entreprises à travers le monde, en particulier celles qui maintiennent leurs propres serveurs SharePoint exposés sur Internet. Les instances cloud de SharePoint Online associées à Microsoft 365 n'ont pas été affectées. Seuls les déploiements sur site ont été vulnérables. Microsoft et la CISA, l'agence américaine de la cybersécurité, ont rapidement réagi en publiant des alertes et correctifs. La CISA a notamment intégré les failles exploitées dans son catalogue des vulnérabilités activement exploitées, le fameux KEV. La CVE 2025-53770 y a été ajoutée le 20 juillet 2025 et les CVE 2025 49704 et 49706 le 22 juillet. Le 6 août 2025, la CISA a diffusé un rapport d'analyse malware, ce qu'on appelle un MAR 25132, concernant cette campagne avec des indicateurs de compromission et des règles de détection associées. Microsoft a également publié des mises à jour de sécurité d'urgence sur son blog MSRC détaillant l'attaque du 22 juillet 2025. Toutes ces sources confirment que la chaîne Toolshell a été utilisée par plusieurs groupes d'attaquants liés à la Chine, identifiés par Microsoft sous les appellations de Linen Typhoon, Violet Typhoon, ainsi qu'un acteur suivi en tant que Storm 2603. Des indices montrent que l'activité d'un de ces acteurs, ça serait un cluster CRI 1040 suivi par Palo Alto, qui recoupe celle de Storm 2603 signalée par Microsoft. Par ailleurs, au-delà de la prise de contrôle initiale des serveurs SharePoint, les assaillants ont été observés déployant ensuite un ransomware surnommé Warlock, une variante de l'open source Moru 870, sur certaines des infrastructures compromises. Alors c'est important parce que je vois beaucoup de gens confondre Warlock comme un groupe d'attaquants alors que c'est juste c'est le ransomware, c'est le programme. Les groupes d'attaquants, ils ont été précités. Et quand on regarde les vulnérabilités exploitées au niveau des CVE, du score CVSS et de l'impact, cette chaîne, Toolshell, exploite en combinaison plusieurs failles critiques de SharePoint, dont certaines étaient des 0 day. Au moment de leur découverte, 4 CVE majeurs sont à considérer. Donc on va revenir dessus. Il y a la CVE 2025-49704, c'est de l'injection de code. C'est ce qu'on appelle une Improper Control of Generation of Code dans Microsoft SharePoint. Elle va permettre à un attaquant authentifié d'exécuter du code arbitraire à distance sur le serveur via un vecteur réseau. Microsoft l'a initialement évalué à un score CVSS de 8.8. Cette faille dévoilée et corrigée le 8 juillet 2025 était l'un des 2 composants d'origine de la chaîne Toolshell. La CVE 2025-49706, c'est une vulnérabilité d'authentification. C'est ce qu'on appelle un Improper Authentication dans Microsoft SharePoint, qui permet à un attaquant non d'authentifier d'usurper une identité et de contourner les mécanismes d'authentification sur le réseau. Son score CVSS est de 6.5, donc c'est un niveau modéré quand même. Et en pratique, cette faille de type spoofing réseau a servi de point d'entrée pour lancer l'exploitation de la CVE 2025-49704. En contournant les contrôles d'accès, elle a également été corrigée dans les mises à jour de sécurité du 8 juillet 2025. Et c'est là qu'arrive la 3e CVE, la CVE 2025-53770, qui elle permet une désérialisation des données non fiables, en anglais ça donne une Deserialization of Interested Data, dans le SharePoint Server sur site. Il s'agit de la plus critique. Elle va permettre à l'attaquant non identifié d'exécuter du code arbitraire à distance, une fameuse RCE, sur un serveur SharePoint vulnérable sans nécessité de compte valide.
Microsoft lui attribue un score CVSS de 9.8, donc elle est critique. Et cette faille a été découverte en juillet 2025 alors que les acteurs menaçants l'exploitaient déjà activement dans la nature. Elle représente en réalité une variante contournant les correctifs de la CVE 2025 49704 et c'est pourquoi Microsoft l'a qualifiée de Tool Shelf Auth Bypass en RCE, ce qu'on appelle un bypass d'authentification menant à une RCE. Et cette CVE, la CVE 2025 53770, a été assignée et corrigée d'urgence le 19 juillet 2025 par Microsoft. C'était un patch qui était hors cycle, dès la prise de conscience de son exploitation active. Et c'est là qu'arrive encore une autre CVE, la CVE 2025 53771, qui elle est une vulnérabilité de chemin non sécurisé. C'est ce qu'on appelle une Improper Limitation of Pathname to a Restriction Directory, ou une passe traversale, dans Microsoft SharePoint. Elle permet à un attaquant non authentifié d'obtenir indûment des privilèges ou de réaliser des actions via un contournement de restrictions de chemin pour faciliter une usurpation, donc du spoofing. Et son score CVSS est que de 6.5. Cette faille a été identifiée comme un contournement de patch pour la CVE 2025 49706, dont elle reprend le principe d'authentification insuffisante. Alors bien que Microsoft n'ait pas confirmé l'exploitation active de cette CVE, la fameuse 53771, au moment de l'alerte, la CISA estime qu'elle pourrait être utilisée en conjonction avec la CVE 2025 53770 pour bypasser toutes les protections introduites par les premiers correctifs. La CVE 2025 53771 a été corrigée simultanément avec la 53770 dans l'update hors process de Microsoft du 19 juillet 2025. Mais selon Microsoft, seules les éditions sur site de SharePoint, les versions 2016, 2019 et Subscription Edition sont affectées par cette faille. Je serais beaucoup plus prudent. Les services SharePoint Online Cloud ne sont pas touchés, les instances à jour de SharePoint 2013 ou ultérieures, bien que potentiellement vulnérables. J'aime bien ce côté potentiellement vulnérable. Bon, alors je vous le dis, elles sont vulnérables. On va être un peu plus cash sur le sujet. Toutes celles qui sont en fin de vie et ne reçoivent plus de correctifs, ce qui pose un risque majeur si elles sont exposées en ligne. Bref, si vous avez du SharePoint 2013, vous avez fait les mises à jour d'urgence qui ont été proposées en juillet, c'est cool, mais il faut migrer. Il faut passer à des versions supérieures. Et je ne l'ai pas encore dit, mais là, il faut vraiment pas réfléchir. Il faut patcher. Donc le mode opératoire de l'exploitation Tool Shell, avec ces acteurs malveillants qui tirent parti de toutes ces vulnérabilités. Alors ces vulnérabilités sont extrêmement intéressantes parce qu'ils vont les enchaîner. Une vulnérabilité toute seule, on ne peut pas faire grand-chose réellement. On va faire une compromission sur l'accès, mais quand on commence à les enchaîner, ça va permettre de compromettre complètement les serveurs cibles sans avoir besoin de compte légitime. Et d'après la CISA et Microsoft, le schéma d'attaque, il est composé dans le premier. Déjà, il y a le point d'entrée. Donc, c'est du spoofing et une RCE initiale. L'attaquant envoie une requête spécialement construite vers une page SharePoint accessible anonymement et en exploitant ensuite la faille d'usurpation de la fameuse CVE 2025 49706 pour se faire passer pour un utilisateur légitime. Un en-tête au référent particulier est notamment utilisé dans ces requêtes, ce qui est inhabituel. Une requête qui a été mise juste après une déconnexion et a mis la puce à l'oreille des analystes. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait calculer. Cette première étape permet de contourner l'authentification et de déclencher via la page légitime toolplane.aspx l'exécution de code à distance sur le serveur. Et c'est ensuite qu'ils vont exploiter la CVE 2025 49704. C'est là qu'on fait l'injection de code. Et concrètement, les chercheurs indiquent que la chaîne ToolShell peut aboutir à un RCE in memory sans écriture de fichiers grâce à des requêtes post malveillantes bien formées. Même si dans de nombreux cas observés, les attaquants ont ensuite déposé des web shells sur disque pour maintenir l'accès persistant. Le deuxième point de cette attaque, c'est l'extraction des machine keys. Une fois un accès code obtenu, la première action des attaquants est généralement de récupérer les clés de sécurité ASP.NET du serveur compromis. Ces clés qu'on appelle des machine keys dans la configuration ASP.NET sont cruciales, car elles servent à chiffrer et assigner divers éléments, les cookies d'authentification, les view state, les tokens sur le serveur SharePoint. Et en les obtenant, un attaquant, peut par exemple générer des faux cookies d'authentification valides et usurper des sessions assurant une persistance discrète, même si les failles sont corrigées par la suite. Dans le cas de ToolShell, l'extraction de ces clés a été réalisée via l'installation d'une charge web shell ASPX légère. Elle s'appelait Sharpie Shell pour les analystes.
dont le rôle est précisément de dumper les secrets cryptographiques du serveur. Par exemple, les journaux montrent qu'immédiatement après la requête initiale sur toolplane.aspx, les attaquants ont invoqué un GET, une page nommée spininstall0.aspx qui n'exécutait pas sur le serveur sain et correspondant à un web shell implanté. Celle-ci a répondu en HTTP 200 en renvoyant le contenu des clés privées du serveur dans la réponse, et la CISA a confirmé qu'en analyse, les premiers fichiers ASPX malveillants servait spécifiquement à lire et afficher la section machine key de la configuration de l'application Web SharePoint. Bref, ça sent le sapin déjà. Là, quand on en arrive à ce niveau-là, on peut vous dire que votre serveur, vous êtes bon pour le réinstaller et faire des sauvegardes et des restaurations. Le troisième étage de la fusée, c'est le déploiement d'un web shell persistant. Parce qu'une fois qu'ils ont eu l'accès initial, le but c'est quand même de rester. Les attaquants déploient ensuite ce web shell plus complexe sur le serveur pour déposer une porte dérobée persistante. L'analyse montre qu'une seconde charge, alors c'est un script qui s'appelle stage3.txt dans les échantillons recueillis et qui contient une commande PowerShell encodée en base 64. Lorsqu'elle est exécutée sur le serveur, cette commande décodera et écrira un fichier ASPX malveillant sur le disque du serveur SharePoint compromis, et d'après les indicateurs, ce fichier WebShell est souvent nommé info3.aspx. Donc vous avez un SharePoint, faites une petite recherche sur info3.aspx. Il est placé dans le répertoire standard des layouts SharePoint. C'est ce qu'on appelle les /template layout, ce qui le rend accessible via une URL web habituelle. Et ce web shell en ASP.NET implémenté offre une interface cachée à l'attaquant. Il inclut par exemple un formulaire HTML pour soumettre des mots de passe d'accès, stocké ensuite dans un cookie côté client à durée de vie de 4 jours. Donc pendant 4 jours, ils vont continuer à poncer. Un champ peut saisir et exécuter des commandes système via le serveur. Donc tout ça, ça se fait via cmd.exe, ainsi qu'un module d'upload de fichiers vers le serveur. En somme, l'attaquant va disposer alors d'un contrôle à distance complet sur la machine, compromis par le biais de ce web shell persistant. On va arriver au quatrième étage de la fusée, le mouvement post-exploitation et l'impact. Une fois le serveur SharePoint compromis et équipé de sa porte dérobée, de sa fameuse backdoor, les assaillants peuvent explorer son contenu et l'utiliser comme tremplin. Il faut savoir que SharePoint contient souvent des informations internes sensibles. De plus, parce qu'il est intégré à l'environnement Windows Active Directory, le contrôle d'un serveur SharePoint peut ouvrir l'accès à d'autres services de l'entreprise, et les clés volées, les fameux machine keys, permettent potentiellement de forger des tickets d'authentification des tokens OAuth sur le SharePoint qui est fédéré, facilitant une mobilité latérale vers d'autres applications reliées. Bref, en un mot, on peut compromettre votre système d'information. Microsoft signale que ces tactiques ont été observées en concordante avec les modes opératoires de groupes affiliés à l'État chinois déjà connus, et dans plusieurs cas, les attaquants ont profité de l'accès pour déployer un ransomware, c'est ce qu'on appelle le ROI de la compromission, de la famille Warlock, chiffrant les fichiers sur le serveur SharePoint lui-même ou sur des machines connectées. D'autres charges malveillantes sous forme de modules.dll ont également été vues par exemple pour agir en mémoire et subtiliser d'autres informations sensibles. L'ensemble de ces activités fait de cette chaîne Toolshell une menace particulièrement grave si vous avez un SharePoint qui donne aux acteurs la maîtrise complète du serveur SharePoint, y compris son système de fichiers, ses configurations internes et la possibilité d'exécuter du code arbitraire sur le réseau. Ce que l'on retient, c'est que la chronologie de cette attaque, qui a été initiale en juillet 2025, montre une progression rapide. Ace Security indique une première reconnaissance active le 17 juillet au matin, des scans, des tests d'exploitation depuis une IP suspecte, suivie d'une première vague massive le 18 juillet vers 18h heure UTC, depuis une autre adresse IP ayant compromis de nombreux serveurs. Une deuxième vague a eu lieu le 19 juillet vers 7h30, puis d'autres tentatives les jours suivants. Plusieurs adresses IP d'origine ont été identifiées, notamment la 96.9.125.147, la 107.191.58.76 et la 104.238.159.149, qui correspondent aux premières vagues. Ces IP, tout comme un user agent HTTP particulier, un faux navigateur Firefox 120.0 sur Windows 10, présent dans les requêtes malveillantes, servent d'indicateurs de compromission pour détecter cette activité dans les journaux. Des outils d'exploitation, ce qu'on appelle les Proof of Concept, ont également émergé peu après la divulgation des failles, facilitant possiblement d'autres attaques par des acteurs opportunistes. Si on suit les analyses des fichiers malveillants par la CISA,
Le rapport d'analyse de la CISA, le MAR 25132 du 6/8/2025, détaille les 6 fichiers malveillants récupérés sur des serveurs compromis par Toolshell. Il s'agit de 2 bibliothèques DLL.NET ainsi que 4 fichiers ASPX liés à l'exploitation. Le premier, dans les modules .NET en DLL, il y a 2 DLL malveillantes initialement encodées en base 64 sur le serveur pour échapper à la détection, qui ont été décodées par la CISA, donc c'est du reverse, et la première identifiée par un SHA-256 qui contenait d'une classe nommée I. Alors, la classe qui est nommée, c'est I en anglais, mais c'est un E. Elle est conçue pour accéder par réflexion aux paramètres de configuration, les machine keys de l'application web ASP.NET, et ce module va extraire la clé de validation, ce qu'on appelle une validation key. Le type de validation utilisé dans cette clé de déchiffrement va permettre à l'algorithme de chiffrement, puis va entre guillemets, utiliser l'algorithme de chiffrement, puis va concaténer ces valeurs en une chaîne qui ajoute en clair dans une entête HTTP personnalisée, ce qu'on appelle un x-txt-net, des réponses du serveur. Cela signifie, de façon assez simple, lorsqu'elle est chargée dans le processus 2IS SharePoint, cette DLL agit comme un voleur de secrets. À chaque requête traitée, elle peut divulguer les clés de chiffrement sensibles aux clients attaquants via leur réponse HTTP. Et la deuxième DLL, qui est la OSV-MHDFL.DLL, est une variante 32 bits qui, en plus de récupérer également la section machine key, va collecter des informations d'inventaire sur le système hôte. En effet, après l'analyse de cette DLL, elle recense les lecteurs logiques présents, ainsi que, alors elle va recenser le lecteur logique, mais ainsi que la lettre de raccordement, le nom type de répertoire courant, le nombre de processeurs, le temps de fonctionnement du système, le nom d'utilisateur du processus, la version de l'OS Windows et la version du framework .NET. Toutes ces informations combinées aux clés qui ont été dérobées machine key sont formatées, insérées dans la réponse HTTP et renvoyées à l'attaquant via un objet du type HTTP response, qui va suggérer que ce module sert à profiter le serveur compromis tout en exfiltrant ses secrets de cryptographie. Notons qu'aucun de ces fichiers DLL n'a été détecté par les antivirus lors de l'analyse, il était inconnu des bases de signature à ce moment. Mais regardons les web shells ASPX et ces 4 fichiers au total qui ont été identifiés correspondant à des web shells déposés par les attaquants à divers stades de l'intrusion. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le côté, il y a plusieurs étages dans votre compromission, il y a au début l'accès, la persistance et les attaquants vont utiliser donc 4 web shells. Le premier, qui s'appelle le fameux spin install 0 ASPX, est celui-là qui a été évoqué précédemment, mais qui va permettre l'extraction des machine keys. Son contenu, une fois décompilé, confirme qu'il charge dynamiquement l'assemblée système, c'est le fameux système.web, et utilise les classes de configuration pour obtenir la section machine key section active. Puis il va écrire ses propriétés, clés de validation et de déchiffrement, mode de compatibilité, dans la réponse HTTP via un response write, et c'est un outil simple d'exfiltration de ces secrets déclenchés dans la demande par l'attaquant via une requête HTTP GET. Il n'y a rien de foufou là-dedans. On va pas dire qu'on est sur le script du siècle. Par contre, le deuxième commence à être sympa. Le deuxième fichier ASPX, le fameux info3 ASPX, dans sa version script d'installation, il contient principalement une commande PowerShell encodée. Cette commande, lors de son exécution sur le serveur, va décoder une charge en base 64 et l'écrire dans un fichier ASPX distinct sur le disque, et ce fichier résultant le troisième ASPX malveillant, également nommé info3 ASPX, mais de taille différente. Donc si vous avez 2 fichiers info3 ASPX sur votre serveur web shell, regardez, vous allez avoir des tailles différentes, et c'est lui qui va constituer le web shell principal, installé par Toolshell. C'est ça la petite ruse, parce qu'il va permettre de persister sur le serveur, et son code source a révélé des fonctionnalités étendues. Il s'interface avec la requête HTTP courante, donc c'est un HTTP request, pour lire soit des champs de formules, soit des cookies, selon plusieurs modes de fonctionnement. Alors il a un mode d'authentification, il a un mode de commande à distance, ainsi qu'un mode d'upload de fichiers. Et globalement, ce web shell principal offre à l'attaquant une interface web complète pour piloter le serveur à distance, protégé par mot de passe et combinant l'exécution de commandes arbitraires et de transfert de fichiers. De quoi explorer le système et préparer d'autres actions malveillantes. Et enfin, la CISA a décrit 2 autres web shells, c'est le spin install b.aspx et le spin install p comme Pascal ASPX, de taille plus réduite qui semble avoir été utilisé pour exécuter des commandes PowerShell de façon plus discrète. Le code de ces pages reçoit un paramètre, par exemple un p dans la requête, qui va contenir une chaîne chiffrée qui
qui va déchiffrer via un XOR avec une clé codée en dur une longue suite hexadécimale, obtenant ainsi une commande PowerShell en clair. Ça va lancer alors un processus PowerShell.exe sur le serveur avec l'argument encode commande, suivi de la commande rechiffrée en base 64 pour l'un de ces deux fichiers. La sortie de la commande PowerShell est capturée, rechiffrée par XOR avec la même clé, puis encodée en base 64. C'est juste une dinguerie. Quand vous regardez, la CISA a publié pas mal d'infos là-dessus. Quand vous regardez comment fonctionne réellement ce tool shell, c'est un très très bon niveau. Et pour des équipes de Red Team, c'est juste génial, quoi. La prochaine fois que vous faites un Red Team, vous avez du SharePoint, vous savez par où il faut passer, quoi. Et l'analyse technique qui a été fournie par la CISA va inclure également des règles de détection Yara et Sigma. Je vous mettrai les liens dans la description de l'épisode pour identifier ces fichiers ou comportements. Par exemple, une règle Sigma publiée cible explicitement l'exploitation tool shell, c'est la fameuse CVE 2025 53770 et ses indicateurs. Alors que, notamment, cette CVE correspond à un nouveau web shell furtif appelé le Sharpie Shell, conçu pour extraire et exfiltrer les secrets cryptographiques du serveur et de simples requêtes GET. Alors, les correctifs et les recommandations de sécurité. Microsoft a publié des correctifs pour l'ensemble de ces vulnérabilités. Il est vraiment impératif d'appliquer ces mises à jour de sécurité de juillet 2025 sur tous les serveurs SharePoint on-premise. Ne cherchez pas à comprendre. N'essayez pas de voir si c'est la bonne version ou la mauvaise version. Vous appliquez les correctifs. Ces failles CVE 2025 49704 et 706 ont été corrigées dans le patch du 11 juillet, c'est le fameux patch Tuesday, tandis que la CVE 2025 53770 et 53771 ont fait l'objet du correctif hors cycle le 19 juillet. Dans son alerte, la CISA insiste pour que les organisations, les entreprises, appliquent immédiatement ces mises à jour sur les instances SharePoint concernées. À noter que toute version obsolète de SharePoint, telle que SharePoint 2013, arrive en fin de vie et devra être déconnectée d'Internet ou mise à jour vers une version supportée, car aucune rustine ne viendra combler ces failles sur des produits hors support. Je sais pas, je vais peut-être le répéter. Si vous avez du SharePoint 2013, vous devez le déconnecter d'Internet et aller vers une version supportée et mise à jour. Au-delà des correctifs, il est recommandé de procéder à une inspection approfondie des serveurs SharePoint pour détecter tout signe de compromission passée. En particulier, je vous recommande très fortement de rechercher la présence de fichiers malveillants mentionnés, les fameux spin install 0.aspx, le info3.aspx, ainsi que tous les spin install p qui sont faits. Dans les répertoires layout, des DLL suspects chargés sur les processus 2IS ou des logs révélant des accès étranges, référant inhabituellement comme des signes 0out.aspx, des requêtes vers toolplane ASPX ou des display mode égal edit, en provenant d'adresses IP signalées. La CISA fournit pour cela une liste d'indicateurs de compromission dans un fichier STIX ainsi que des règles Sigma pour les analystes SOC ainsi que pour les analystes CERT qui peuvent déployer dans leur fichier SIEM pour identifier des schémas d'attaque tool shell dans les journaux. En termes de durcissement, Microsoft recommande d'activer l'AMSI, le Anti-Malware Scan Interface sur SharePoint. L'AMSI permet aux antivirus EDR d'inspecter les scripts et charge dynamiquement d'exécuter dans SharePoint. Il est aussi préconisé d'installer des solutions du type EDR sur les serveurs SharePoint eux-mêmes. Ces serveurs étant souvent négligés en termes d'outils de sécurité, alors ça c'est la CISA qui le dit, parce que c'est pas le cas chez tout le monde, afin de détecter des comportements suspects en mémoire, comme le chargement des modules non signés et l'exécution de commandes.exe par le processus w3wp.exe. C'est un processus 2IS. Dans le cas où une machine a été compromise, rotation des secrets sont conseillés. En effet, comme les attaquants ont pu voler les machine keys, les fameux ASP.NET, il est nécessaire de générer de nouvelles clés. C'est indispensable. Votre serveur SharePoint a été compromis ou il y a eu une tentative d'accès, vous les changez. On ne réfléchit pas. On génère de nouvelles clés. La CISA recommande une procédure en 3 temps. Rotation initiale des clés, application des correctifs Microsoft, puis rotation à nouveau des clés avant de remettre en service le SharePoint accompagné d'un redémarrage de tous les services du serveur. Cette double rotation garantit que même si les attaquants avaient été implantés un module malveillant qui surveillerait les clés, comme c'était le cas dans ce que je vous ai décrit, ce module soit neutralisé par le patch et ses clés volées rendues obsolètes par la seconde rotation. Il est par ailleurs souligné qu'un redémarrage complet d'IS, c'est la commande isreset.exe qui est requis après nettoyage. Bon bref, en un mot, le plus simple, c'est comme de rebooter la pétoire. On est sur Windows, quoi. Enfin, de façon générale, les bonnes pratiques de sécurité doivent être renforcées autour des services SharePoint, appliquant le principe du moindre privilège.
maintenir un journal détaillé au niveau des logs et intégrer ces sources à une solution de détection d'intrusion, déployer des règles et filtrage WAF pour bloquer les motifs. Il est vivement conseillé que pour toute entreprise qui utiliserait SharePoint sur site, les on-premise, de vérifier en urgence si tous les patchs ont été mis à jour de juillet. Ce que l'on retiendra, on arrive à la fin de cet épisode qui était assez complet. Les retours d'expérience de cette campagne de compromission de SharePoint, ça souligne que l'importance de tenir à jour les systèmes exposés. On revient toujours sur les mêmes choses. On dit ouais, c'est pas facile d'être toujours à jour sur les patchs, mais là, ce qu'on a constaté, c'est la rapidité. La rapidité de la mise en place de l'exploitation de ces vulnérabilités, et surtout le fait qu'une fois qu'ils ont mis le pied dans l'infrastructure, ils ont décidé d'aller plus loin. Et c'est ça qui est assez surprenant, c'est tout ce système de fusée à étage, moi ce que j'appelle le système à étage. Il y a une compromission d'accès, il y a une persistance qui est installée, il y a une exfiltration des informations, et il y a le déplacement latéral à travers le SI de l'entreprise visée. Et voilà, cet épisode de Radio CSort du jeudi 7 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles sur cette faille SharePoint. Je vais préparer un article dessus parce que c'est vraiment... c'est pas que c'est technique ou opérationnel, il y a beaucoup de propos que c'est très dur à dire à l'oral. Et ça vous permettra de vous appuyer par rapport à cet épisode. En tout cas, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSort au 07 68 72 20 09 ou un mail à radiocessort@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch son SharePoint. Et si son SharePoint est obsolète, on le brûle. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Non, on se retrouve pas demain pour un nouvel épisode, c'est à tout à l'heure. Ça, c'était juste j'avais envie de le faire, celui-là. Il me tenait à cœur. Je vous embrasse, passez une très belle journée. Il va commencer à faire beau. La chaleur arrive sur l'île de France. Et peut-être en fin de journée ou ce midi, je vais voir, tout va dépendre. Il y aura peut-être l'épisode sur la cybersécurité quotidienne. Je vous embrasse, au revoir. 28 minutes, c'est trop long.